Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mardi. 6 morts en Ukraine, 3 morts en Russie. Le bilan d'une nouvelle nuit de guerre entre Kiev et Moscou, elle a été particulièrement intense. À l'approche de l'hiver, les raids s'intensifient et les tentatives diplomatiques aussi. Les Européens qui essaient d'exister face au rouleau compresseur de la diplomatie américaine et Moscou qui maintient ses positions maximalistes. Et puis une journée spéciale sur France 24 pour sensibiliser aux violences faites aux femmes. C'est tous les ans le 25 novembre et c'est donc aujourd'hui. Les chiffres sont édifiants. Une femme est tuée par un proche toutes les 10 minutes dans le monde. Et la violence en ligne qui n'en finit plus de gagner du terrain. C'est un slogan que l'on voit fleurir dans chaque manifestation contre les violences sexuelles ou sexistes ou pour les droits des femmes dans le monde entier. Un slogan dans lequel la première phrase est barrée pour mieux surligner la seconde. Protégez vos filles, éduquez vos fils, car la violence à l'encontre des femmes, quelle qu'elle soit aujourd'hui et quoi qu'on en dise, est perpétrée dans l'immense majorité des cas par des hommes. Dans le cas des violences sexuelles, c'est 97%. Quels enfants les hommes violents étaient-ils ? Et surtout, quel chemin les garçons de notre époque peuvent-ils emprunter, bousculés qu'ils sont, dans une société post-MeToo où les contenus masculinistes sont disponibles partout et tout le temps ? Comment éduquer collectivement nos fils pour ne plus avoir à protéger nos filles ? C'est la question que je pose ce matin à mes invités, Christine Castelin-Meunier, Cynthia Ilouz et Maya Anaïs Yatagen. Bonjour mesdames, merci d'être là. Bonjour. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Christine Castelin-Meunier. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes sociologue au CNRS, autrice prolifique notamment de « Et si on réinventait l'éducation des garçons » qui est sortie chez Nathan. Je peux citer aussi « Devenir écoféministe » où les hommes aussi viennent de Vénus qui est sorti chez Larousse. Cynthia Ilouz, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes vice-présidente en charge du plaidoyer à l'ONU Femmes France et autrice de Procès Mazan, la déflagration, qui est sortie il y a peu aux éditions de l'Observatoire. L'ONU Femmes France, qui est à l'origine aussi de cette tribune, Le silence des hommes doit cesser, une tribune dans laquelle un collectif d'hommes appelle à rompre avec l'inaction masculine. Et puis à vos côtés, Maya Anaïs Yatagen. Bonjour Maya. Vous êtes ici chez vous, journaliste à France 24 et réalisatrice de Homo Virilus, la fabrique du mal-être, qui sera diffusée le 10 décembre prochain sur la chaîne parlementaire. Comment être un homme aujourd'hui ? Vaste question. C'est une mini-série qui porte sur la sidération de l'entourage d'un ado de 13 ans quand il comprend qu'influencé par des contenus masculinistes sur les réseaux sociaux, il en est venu à poignarder une de ses camarades. Cette mini-série, c'est la série britannique Adolescence, succès phénoménal, sorti l'an dernier. Un succès qui doit peut-être précisément beaucoup à cette sidération que beaucoup d'adultes ont ressentie, ont éprouvé en regardant cette série, tant la méconnaissance de ce dans quoi baignent les plus jeunes aujourd'hui semble grande. Est-ce que nous sommes, Christine Castelin-Meunier, aujourd'hui dans le temps de la sidération ? Complètement. C'est-à-dire, ce qui est très impressionnant, c'est à quel point il y a un impact du masculinisme qui sévit à travers les réseaux sociaux, et notamment pourquoi auprès des jeunes garçons. Parce que les garçons aujourd'hui sont aux prises avec des contradictions, des paradoxes entre l'idéal viril qui les pousse à être violents, dominateurs, supérieurs, avoir recours à la force, etc. Et traiter les autres d'inférieurs s'ils sont pas forts. La culture de l'égalité. Donc ils sont aux prises avec ces contradictions. Et pour l'instant, il n'existe pas de modèle alternatif à cet idéal viril dont certains cherchent à s'éloigner, mais au contraire, d'autres sont ravis d'y aller à pieds joints parce que ça leur donne de la force et ça renforce leur identité. Ces injonctions contradictoires, Maya, c'est précisément le sujet de votre film, auxquels sont soumis les jeunes ados aujourd'hui, garçons ?
Exactement, que ce soit les jeunes adolescents ou alors les un peu moins jeunes qui ont grandi, effectivement, ils sont aux prises entre ce que vient de dire Madame Castelin-Meunier, c'est clairement ces différentes injonctions, et ils ressentent un mal-être parce qu'à la fois on leur dit il faut être extrêmement fort pour réussir dans le monde professionnel, dans la vie de tous les jours, et par contre dans la vie peut-être un peu plus privée, avec leurs épouses, leurs compagnes, leurs filles, leurs amis, et bien là par contre ils devraient être un peu plus doux, et du coup forcément il y a une contradiction qui semble totalement impossible à résoudre, quoi. Cynthia Elouz, avant d'aller plus loin, et notamment sur la définition de ce que c'est ce que ce masculinisme version 2025. Ah oui, on a malheureusement assisté à la montée du masculinisme ces dernières années. Vous savez, chaque année, le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, journée onusienne. Cette année, le thème plus particulièrement mis en avant par le siège à New York, eh bien, c'est la lutte contre les violences en ligne, le cyberharcèlement, parce que justement, ça se décuple avec les années qui passent. Et malheureusement, on a ce constat chez ONU Femmes qu'il faut agir sur la question du cyberharcèlement et plus particulièrement, bien sûr, sur le sujet de l'éducation. On va y revenir dans un instant. Sidération, illustration, il y a quelques semaines, quand un influenceur français, Alex Hitchens, 700 000 fans sur TikTok avant d'en être banni, a tenu ses propos à l'Assemblée nationale où il répondait à une commission d'enquête. On l'écoute. Quand vous dites vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute, fin de relation, ou encore la majorité des femmes, énormément de PUTES, peu de filles bien. Ça, c'est des choses que vous avez dites. Déjà, vous remplacez pute par PUTES, c'est pour échapper à la modération. Est-ce que les propos que je viens de citer vous semblent contrevenir aux conditions générales d'utilisation de la plateforme et plus largement à la loi? Je pense que vous avancez un peu trop. Parce que étant donné que ces propos... Je vais terminer, s'il vous plaît. Parce que ces propos ont été prononcés dans un live YouTube, pas un live TikTok. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de TikTok. À la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute, fin de relation, c'est pas moins problématique. Je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition, je suis président de la commission d'enquête, je vous demande de me laisser finir. Je suis président, excusez-moi, on va couper le son de monsieur Hitchens, s'il vous plaît, si vous continuez. Voilà, donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Voilà, et c'est ainsi que cet influenceur masculiniste a donc clôturé cette audition à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on mesure aujourd'hui, Christine Castelin-Meunier, le niveau de pénétration de ce genre de discours parmi les jeunes et les jeunes hommes, plus précisément? Pas du tout. Donc il faut vraiment prendre ça en considération. Et là, ce qui est très frappant, c'est à quel point ils rompt le dialogue. Et justement, la question c'est comment rétablir le dialogue et faire en sorte que les enfants, les garçons aient le cours et la capacité et le courage d'échanger avec d'autres qui ne sont pas du même avis qu'eux. Et ça s'appelle la théorie de l'esprit. Par ailleurs, c'est très important aussi de leur donner accès à leurs émotions. Là où, au contraire, on les élève dès qu'ils sont tout petits à surmonter leurs émotions et à ne pas prendre en considération leur sensibilité. Et que s'ils montrent des moments de faiblesse, etc., ce ne sont pas des hommes. Et donc là, on sent bien à quel point il faut revoir l'éducation des garçons. Ce que vous racontez, Maya, dans le film, c'est que le panel de ce qu'on appelle le masculinisme, mais qu'on devrait plutôt appeler les masculinismes, est très grand. Des fameux incels, donc, qui est un mot valise pour involuntary celibate, célibataire involontaire, des vidéos d'influenceurs qu'on vient de voir à l'instant, des communautés antiféministes ou anti-woke. Voilà, le panel de ce qui est disponible sur la toile est très large. Exactement, c'est clairement c'est un parapluie en fait le masculinisme. Et ce qui est très intéressant dans cet extrait qu'on a d'ailleurs mis dans le documentaire, c'est à quel point est-ce que il se positionne un peu comme une figure qui raccroche au nez de la République et ça peut pas nous empêcher de rire en fait d'une certaine manière. Ouais. Et c'est pour ça que ça fait le buzz. Et au final, c'est un business que ils savent très bien utiliser sur les réseaux sociaux. Il y a plein de plateformes où ils vendent des pseudo-conseils de drague. Ils essayent de rejoindre la jeunesse sur des terrains qui l'intéressent comme le sport par exemple.
exemple, la drague, etc. Mais ce que vous dites, c'est que Ça beaucoup de marche. jeunes aujourd'hui, au sens large, en tout cas de jeunes garçons, arrivent finalement vers ces contenus presque malgré eux. Là, sur un forum de jeux vidéo, petit à petit, l'algorithme se déplace et vous fait rencontrer ce genre de discours, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire que le masculinisme, qui historiquement n'est pas que aujourd'hui, on peut remonter jusqu'aux années 70-80, aujourd'hui, il y a différentes manières d'y arriver, et notamment via les algorithmes sur les réseaux sociaux. C'était tout le principe de cette commission sur les effets de TikTok sur les jeunes, etc. Sur les plateformes aussi de jeux vidéo, dans le cadre de ce documentaire, j'ai interviewé une sorte d'incel repenti qui disait, moi, à 13 ans, j'avais une passion pour les jeux vidéo, je suis partie sur une plateforme bien connue, et je voyais qu'il y avait des propos qui étaient un peu de la misogynie ordinaire. Mais bon, c'était dans le package. En fait, on avait le même projet d'être intéressé par les jeux vidéo. Et puis, au fur et à mesure, il se rend compte que c'est beaucoup plus insidieux et que 5 ans plus tard, quand il cherche des conseils en ligne sur comment draguer, il finit naturellement sur des plateformes masculinistes, en fait. Cynthia Elouz, est-ce que le masculinisme ou les masculinismes sont d'une certaine façon la dernière évolution de siècles de patriarcat, de stéréotypes de genre, d'homo virilus, pour reprendre le nom du documentaire de Maya, ou c'est autre chose? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est corsé en réaction notamment au mouvement MeToo? Alors, c'est sûr que MeToo est un moment où, du coup, les hommes se sont sentis attaqués par la révélation de la parole. Donc, vous avez eu ce phénomène, vous savez, not all men, donc des hommes qui ont dit, mais on n'est pas tous comme ça, et puis certains qui ont décidé de prendre la parole, de renforcer leur position très patriarcale pour dire, en fait, c'est nous qui décidons et on va continuer comme ça. Et puisque vous avez évoqué à l'instant sur, bien sûr, les violences en ligne, moi, je tiens quand même à préciser aussi que malheureusement, on est entouré de pornographie violente qui touche les enfants. Vous le savez, de plus en plus jeunes. Moi, je suis membre du HCE, vous savez, le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Je représente ONU Femmes là-bas. On a ces chiffres qui sont terribles, qui font que on sait déjà que des jeunes de moins de 15 ans, quasiment pour 35% d'entre eux, ont vu de la pornographie violente. Donc, vous vous rendez compte à quel point le cerveau de ces jeunes garçons va être complètement biaisé et avoir une image complètement faussée des relations hommes-femmes, de ce que ça va être l'amour, et puis évidemment des relations sexuelles, puisque plus de la moitié d'entre eux pensent qu'il faut des relations violentes dans la sexualité. Donc on est malheureusement à une ère où la cyberviolence est aussi accentuée par ce phénomène et qui est très facile d'accès aujourd'hui, malheureusement. Et précisément, je parlais de sidération tout à l'heure pour les adultes qui nous regardent et qui ne savent absolument pas de quoi on parle depuis un peu plus d'un quart d'heure. Eh bien, Julien Dubois nous raconte en images précisément qu'est-ce que ces jeunes ont, notamment dans leur téléphone portable. Regardez. Sur les réseaux sociaux, certains influenceurs prônent des idées masculinistes. Une idéologie apparue dans les années 1980 en Amérique du Nord. Elle a pour but de défendre les hommes, considérés comme opprimés et victimes des avancées féministes. Des discours qui portent et trouvent des adeptes chez les jeunes, notamment en France. C'est ce qu'indique le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes de janvier 2025. Il existe une polarisation croissante d'une partie de la jeunesse, avec d'un côté des femmes plus sensibles au féminisme et de l'autre une partie des jeunes hommes plus sensibles à des positions sexistes, très dures, au discours masculiniste et aux mouvements réactionnaires et politisés. Une radicalisation des discours conservateurs sur la place des femmes qui se traduit en chiffres dans l'enquête qui a permis d'établir le rapport. 45% des hommes de moins de 35 ans estiment qu'il est difficile d'être un homme dans la société actuelle. C'est plus 19% en 2 ans pour les 15-24 ans. Autre sentiment qui ressort de cette enquête, 13% des 25-34 ans estiment qu'il est difficile d'être un homme, mais facile d'être une femme. Les idées masculinistes infusent aussi sur le comportement que les jeunes hommes adoptent. Chez les moins de 35 ans, 53% pensent qu'il faut savoir se battre et 46% qu'il ne faut pas montrer ses émotions. Le Haut Conseil pour l'égalité préconise la mise en place d'un programme de sensibilisation pour tous les jeunes, notamment sur le respect des autres et la prévention des violences sexistes et sexuelles. Elle est intéressante cette question, elle a le défaut de la simplicité, mais
ces jeunes hommes qui considèrent qu'il est plus facile d'être un homme aujourd'hui que d'être une femme. Qu'est-ce que ça dit, ça? C'est impressionnant. Alors, c'est sûr que les garçons sont plus punis et plus renvoyés de l'école, et ils sont plus traités de personnes qui chahutent, qui sont sales, qui font du désordre et tout. Les petits, par exemple, dès 7 ans, dès 9 ans, disent que les maîtresses, les maîtres, tout ça, préfèrent les filles, et que ils ont des chouchoutes et que on les aime pas. Et par contre, ça vient d'où, ça? Ils se sentent pas aimés, et c'est sûr que on a tendance à faire des compliments aux petites filles, à leur dire qu'elles sont jolies, bien habillées, tout ça. Là où aux petits garçons, il y a vraiment cette difficulté à leur faire des compliments sur la beauté, sur la façon dont ils se tiennent, etc. Et donc, en fait, ils se sentent moins aimés. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est à quel point les petites filles, elles ont du mal à s'affirmer, parce que c'est très important de combiner tous les registres quand on est une fille et qu'on veut s'affirmer. Et donc, ensuite, au fur et à mesure qu'ils grandissent, autant ils rejettent les petits garçons quand ils reçoivent un petit papier avec un petit cœur d'une petite fille, un peu du style un symbole de petit amour affectif, quoi. Eh bien là, ils rejettent ça, hein, avec du mépris, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient sensibles à des sentiments. Mais par contre, quand ils deviennent ados, là, ils peuvent être rejetés par les filles, parce qu'ils ont des boutons, parce qu'ils sont mal à l'aise, parce qu'ils sont maladroits, parce que tout ça. Et donc, on sent bien qu'ils se sentent un peu en porte-à-faux par rapport à ce qu'ils devraient être. Et c'est très important de voir que le masculinisme les rassure, parce que ça réactive des modèles qui ont fait leur temps autrefois, traditionnels, qui montrent que, oui, l'homme est, quoi qu'il se passe, supérieur. Et donc là, les garçons se sentent rassurés. Précisément, Maya, quelle est la promesse des masculinistes quand ils s'adressent à des ados de 12, 13, 14 ans, sur quel on sait les failles de l'adolescence, sur quoi ça appuie, sur ce que disait à l'instant Christine Castelin-Meunier? Évidemment, je pense qu'il y a toute une partie de j'aimerais appartenir à un groupe, déjà le premier. Et c'est aussi l'un des intérêts d'avoir autant de sous-groupes dans le masculinisme. Comme ça, il y a un peu à boire et à manger. Même si, idéalement, il faudrait ne rien boire et ne rien manger de tout ça. Et ensuite, effectivement, il y a l'idée d'être désirable, d'être aimé. Donc, c'est tout l'intérêt de tous ces conseils pour être plus musclé, pour être plus intelligent même, potentiellement, pour avoir des pseudo-techniques de drague qui, grosso modo, expliquent comment manipuler les femmes qui seraient moins intelligentes, qui seraient plus faibles. Et tout ça revient effectivement à ces modèles archaïques de ce personnage que donc j'ai appelé Homo virilus, d'avoir cette idée d'être plus fort, plus dominant, de n'avoir aucune émotion, qui serait l'homme à maxima, celui que tout le monde voudrait être. Vous évoquiez tout à l'heure le Not All Men qu'on a beaucoup entendu au moment du procès des viols de Mazan, qui est l'objet de votre livre, Cynthia Elouz. On pourrait le décliner, je pense à ceux qui nous regardent, à Not All Boys. Il ne s'agit pas ici de dire que tous les garçons sont de dangereux masculinistes en puissance, mais qu'il s'agit d'un mouvement global. Et si on s'extrait de cette réflexion-là, on n'y arrivera pas collectivement? On parlait de l'éducation à l'instant. C'est quand même nécessaire de rappeler et d'éduquer les jeunes garçons, mais aussi les jeunes filles, de dire qu'aujourd'hui, une femme sur 3 va subir des violences ou subit des violences dans le monde. Donc déjà, il faut quand même apprendre ça aux jeunes générations pour que les petits garçons n'imaginent pas qu'il y a des injustices qui sont faites à leur égard, etc. Il faut quand même poser ce qui existe et les chiffres qui sont aujourd'hui. ONU Femmes France, on a justement David Pellico qui est à l'origine d'une tribune, qui est le fils de Gisèle, voilà, qui est le fils de Gisèle et Pellico et le frère de Caroline Darian. Il veut se mobiliser aux côtés d'ONU Femmes France pour que les hommes justement prennent leur part à ce combat. Donc on est très heureux parce qu'on a une trentaine de signataires et aujourd'hui cette tribune est disponible en ligne. On a déjà plus de 3500 personnes qui ont rejoint pour dire justement stop, on est des hommes mais on souhaite que ces
ces violences s'arrêtent, que les violences faites aux femmes s'arrêtent. Il dénonce dans cette tribune, bien sûr, les violences sexuelles, les cyberviolences, etc. Et donc, c'est indispensable que les hommes se mobilisent, puissent être présents aux côtés d'organisations comme ONU Femmes France, prennent leur part et puissent venir rejoindre cette tribune et aussi contribuer. Parce que, comme vous le devinez, malheureusement, à ONU Femmes France, on a plus de donatrices que de donateurs, alors qu'il n'y a pas de raison que les femmes portent financièrement aussi le combat des violences faites aux femmes. Et on a vu des images de la manifestation de samedi dernier en France contre les violences sexistes et sexuelles. Il faut y passer quelques minutes pour se rendre compte à quel point le cortège est composé essentiellement de femmes. Pour revenir à nos jeunes ados, garçons, jeunes adultes ou grands enfants, la cour de collège, la cour de lycée est depuis longtemps un concentré de stéréotypes de genre. Mais effectivement, il semble que ces dernières années, ce soit tendu sur ces questions et notamment à cause de la pénétration de ces discours masculinistes. On va écouter la carte postale de Montréal que nous a envoyée tout à l'heure François Riouet. L'influence des contenus masculinistes suprémacistes non sollicités mais toujours plus visibles en ligne sur les téléphones des adolescents a trouvé le chemin des classes d'école ici au Canada. C'est en tout cas le résultat d'une étude de l'université Dalhousie en Nouvelle-Écosse qui a analysé les discussions d'un forum en ligne qui regroupe plus de 2 millions d'enseignants. Dès l'âge de 11 ou 12 ans, des garçons disent à leurs enseignantes qu'ils n'ont pas à les écouter ni à les respecter. Et certains de leurs propos sont à la fois injurieux et à connotation sexuelle. C'est ce que rapporte le co-directeur de recherche à l'Institut canadien d'études sur l'extrême droite. En cause, explique le chercheur, la montée en flèche de la popularité en ligne ces dernières années d'influenceurs suprémacistes masculinistes comme par exemple Andrew Tate qui est actuellement poursuivi entre autres pour trafic d'êtres humains, de violence et de viol. L'étude canadienne rappelle que le cadre législatif ici est encore faible. Il appelle à une plus grande sensibilisation des parents vis-à-vis du phénomène. Et puis l'association Anti-Haine Canada demande que la misogynie et le suprémacisme masculiniste soient ajoutés au programme de sensibilisation scolaire. Il rappelle également que le projet de loi sur les préjudices en ligne qui doit aider à combattre les violences faites aux femmes n'a toujours pas été adopté ici, au Canada. D'ailleurs, j'évoquais tout à l'heure la série Adolescence, dont on sait que les pouvoirs publics souhaitent qu'elle soit diffusée dans les collèges et les lycées pour sensibiliser. Mais c'est intéressant, sensibiliser des enfants qui, eux, savent déjà de quoi on parle. C'est peut-être plutôt les parents qu'il faudrait sensibiliser. Christine Castelin-Meunier, encore une fois, je répète qu'il ne s'agit pas ici de dire que tous nos garçons sont des masculinistes en puissance, mais est-ce qu'on sait mesurer les effets de ce genre de discours que l'on suit de façon plus ou moins subie ou volontaire dans le développement plus tard d'un garçon puis d'un homme? On l'évoquait rapidement avec Cynthia Ellis tout à l'heure. Ce qu'on sent bien, c'est à quel point il y a une attraction pour l'argent, il y a une difficulté à être dans le respect à l'égard des personnes qui enseignent. Et donc là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui vient de s'ouvrir, qui est véritablement un fossé immense. Et il faut véritablement réinstaurer l'estime de soi, le respect d'autrui, et notamment aussi favoriser tout ce qui peut permettre d'aller vers l'autre et de le comprendre. Et là, on sent bien que les garçons se tournent vers le groupe, vers la tribu, et se rallient derrière un chef pour avoir un peu de l'assurance, de la force, de la supériorité, et qu'ils sont motivés par ça. Donc, il faut absolument lutter contre ça à travers des programmes scolaires, comme ça vient d'être dit, et c'est fondamental. Et aussi, ne pas oublier qu'à une période de l'Antiquité, l'adjectif viril prenait un « e ». Et ça concernait les filles et les garçons. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire la vertu morale, le courage,
l'énergie, le désir, pour favoriser le désir ardent de vivre des garçons et des filles. Donc on sent bien que là, on s'est complètement éloigné de tout ça et qu'il faut revenir à quelque chose qui permette d'humaniser le masculin. Et il faut réenchanter le masculin pour lutter contre l'influence des masculinistes. Je vois acquiescer Maya sur le fait que viril dans l'Antiquité s'écrivait avec un E. Oui, c'est vrai que, mais même encore aujourd'hui, on pourrait dire d'une femme qu'elle est virile, pourquoi pas. Exactement. Et après, ça veut dire aussi, il y a tout un imaginaire qui est convoqué, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à une essentialisation, les hommes, les femmes, sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup l'essence ou l'énergie masculine, l'énergie féminine, Voilà. qui serait extrêmement restreinte, alors qu'en réalité, paradoxalement, il y a une partie de la virilité qui serait par exemple dans faire attention à sa patrie, faire attention à sa famille, protéger les autres. Est-ce que c'est pas au final les valeurs qu'on met dans le cœur, dans la bienveillance et dans le soin, et qui aujourd'hui est extrêmement associée à la féminité? Pour revenir à ma question, Maya, est-ce qu'on sait aujourd'hui si très clairement un ado de 12-13 ans qui est infusé toute la journée sur les réseaux de ces vidéos, est-ce que nécessairement il y aura un impact sur sa relation aux femmes plus tard ou sa relation à la collectivité dans son ensemble? Alors, ce qu'on sait nettement, et notamment via une étude irlandaise, c'est qu'en environ 30 minutes, sur TikTok notamment, un adolescent d'environ 16 ans va finir avec des contenus masculinistes. Ça peut même être beaucoup moins, genre 9-10 minutes. Donc ça va extrêmement vite. Après, les différentes associations qui vont intervenir en collège et en lycée disent que tous ces propos, ils sont connus des masculinistes, des hommes comme des femmes, enfin des garçons comme des filles, et que forcément ça leur fait se poser des questions. Et c'est un peu comme les discours évidemment sexistes, mais aussi racistes et autres. Ils sont un peu, il y a une petite musique dans l'air du temps qui fait que il y a quand même ce doute. À un moment, on se construit de, mais est-ce que ce serait pas ça la norme? Et à partir de là, ça va peut-être ouvrir des débats qui ne se seraient peut-être pas ouverts sans, et aller vers une radicalisation. Ça, c'est un peu la théorie des organisations, de se dire que dès qu'il y a quelqu'un avec un discours plus extrémiste, tous les autres vont se dire ah oui, pourquoi pas. Et donc, forcément, ça déplace un peu le barycentre sur ça. Et les filles dans tout ça, Cynthia Elouz, face à ça, les jeunes adolescentes. Oui, les jeunes adolescentes aussi, elles deviennent de plus en plus, elles, féministes, parce qu'elles ont aussi des contenus féministes plus accessibles. Mais il faut aussi, bien sûr, les prévenir contre le cyberharcèlement, puisqu'on le sait aussi, ce phénomène est très présent en ligne. Et puis, il faut aussi éduquer, on l'a dit, filles et garçons, sur le fait que derrière un écran, eh bien, il peut y avoir de la violence. Ce qu'on va dire, c'est pas anodin. On le sait très bien, il y a des personnes, des jeunes qui se suicident lorsqu'il y a des cyberviolences. On sait que beaucoup de jeunes filles ont pu recevoir des images qui sont non sollicitées. On sait aussi que l'image de certaines adolescentes sont utilisées. C'est ce qu'on appelle les deepfakes. Vous le savez, donc ça, c'est terrible. Et donc, ONU Femmes essaye vraiment de sensibiliser à tous ces sujets parce qu'il y a encore énormément de pays dans le monde, plus de 116, je crois, qui n'ont aucune loi, aucune restriction sur ça. C'est-à-dire que c'est possible de le faire et ça rentre pas sous le coup de la loi. Vous avez vu ici en France, les pouvoirs publics essayent de se mobiliser. On a vu tout à l'heure une audition. On comprend qu'ici, on essaye d'agir, mais enfin, il y a encore malheureusement énormément de femmes, des millions de femmes dans le monde qui ne peuvent pas accéder à une protection qui soit une protection juridique parce qu'il n'y a pas de loi qui les protège. Et malheureusement, on le sait, vous demandiez quelle est la conséquence concrète. On le sait, des hommes qui sont violents en ligne ont 5 fois plus de risques de passer à l'action dans la vie réelle. Donc, il faut quand même aussi avoir ça en tête, c'est très important. C'est pas du cinéma derrière l'écran. Ça peut devenir réel, malheureusement. Il est 10h27 ici à Paris. Depuis le début de cette émission, 4 femmes ont été tuées dans le monde, car selon les chiffres de l'ONU, une femme est tuée par un proche toutes les 10 minutes. C'était 50 000 femmes en 2024. Voilà pour ce chiffre. Je me fais l'écho de questions de ceux sans doute qui nous regardent et qui se disent mais les violences à l'égard des femmes, quelles qu'elles soient, existaient avant les réseaux sociaux, avant que la lumière médiatique soit mise sur les masculinistes. Alors quoi? C'était invisible. C'est ça le problème. Ça faisait partie du fonctionnement de la société. Donc, c'est devenu visible, et heureusement, parce que ça permet de développer des mesures. Mais moi, j'ai quand même aussi des choses qui sont en tête, qui sont un peu rassurantes. J'intervenais dans un collège auprès d'une classe de 3e sur la pornographie, la violence et tout ça. Et j'étais impressionnée par le discours de certains garçons, de certaines filles, qui disaient mais il faut véritablement
renforcer sa force intérieure. Et il demandait aux parents que les parents interviennent pour les aider à renforcer leur force intérieure. Vous parliez tout à l'heure d'estime de soi. Oui. Est-ce que, pour reprendre l'expression qu'on a reprise pour intituler cette émission, des mâles, des mots, c'est quand on est soi-même pas tout à fait au clair avec sa masculinité ou ce que ça veut dire d'être un homme aujourd'hui, que l'on va au bout d'un moment creuser dans ces contenus-là? Bien sûr. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi cette idée que l'idéal viril est oppressant pour les garçons. Et que, en fait, ça, comment dire, se comporter de la même façon que ce qui est demandé à travers des images, la violence, etc., ça ne correspond pas aux garçons, en fait. Mais ça leur correspond au fur et à mesure qu'ils sont obligés d'écraser leurs émotions, de ne pas tenir compte de leur sensibilité, de ne pas demander d'aide quand ils ont des difficultés. Et les hommes, c'est pareil. Donc, on sent bien que là, il y a toute une culture qui a été véhiculée par l'idéal masculin de la supériorité, de la violence, qu'il faut modifier. Et donc, c'est très important de trouver les moyens d'intervenir pour que le garçon se sente moins mal à l'aise au regard de ce qu'on a dit en termes de paradoxe, hein, être un homme et en même temps respecter l'égalité. Et donc, il y a ce malaise qui est vécu par les garçons, il faut l'entendre et il faut comprendre qu'ils ont des difficultés à trouver des repères pour s'affirmer un peu autrement de cette image du mal puissant. Et que c'est sûr que ce qui est proposé par les masculinistes, c'est très rassurant pour eux. Et donc, il faut trouver... Et il n'y a pas de nouveau modèle global pour dire aux garçons, être un homme, c'est ça. Donc, au contraire, il faut réactiver des valeurs morales, des valeurs de respect, et puis de capacité à être dans le dialogue et à ne pas avoir honte au regard de ses émotions, parce que il y en a beaucoup aussi qui, comme ils doivent enfouir leur sensibilité, leurs émotions, ne pas parler d'eux, quoi, et se comporter comme dans une bande, etc., ils basculent dans la violence. Mais on en est vraiment encore là, Maya, en 2025. On a l'impression que les choses avancent, que le discours sur l'égalité, et bien sûr que la société a avancé quand même sur ces questions-là, mais on en est encore là à dire aux garçons, enfouis tes émotions, et ce faisant, ils cheminent vers l'expression violente d'émotions qu'ils ne savent pas comment dire. Malheureusement, oui. Malheureusement, l'éducation genrée et puis les stéréotypes, ils continuent d'être là, d'exister. Et forcément, quand on est élevé avec à la fois le poids de l'histoire et de cette éducation qui dit que, grosso modo, le contrat viril, c'est si tu écrases tout le monde, si tu es l'homme parfait, puissant, fort, qui ne montre aucune émotion, tu vas tout avoir. Tu vas être puissant, tu vas avoir la richesse, la gloire, les femmes, tout sera merveilleux. Et tous ces garçons, au final, ceux qu'on trouve dans les sphères masculinistes, c'est pas les garçons populaires du collège, c'est ceux qui vont être un peu plus isolés. C'est des garçons qui vont pas bien, ceux que vous avez rencontrés? C'est essentiellement des garçons qui, en tout cas, ont ce petit doute, quoi, et qui vont se dire, ils sont différents, ils sont pas cette image d'Épinal, quoi. Ils sont peut-être gays, ils sont peut-être handicapés, ils sont peut-être racisés, ils ont peut-être juste un doute parce que dans leur histoire personnelle, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé avec leur famille, par exemple. Et du coup, ils se retrouvent avec mais moi, ça marche pas. Moi, je suis pas viril. Et je suis censée être viril parce que je suis censée, en tant qu'homme, tout réussir. Non, je pense que c'est assez déplorable d'entendre ça. Encore aujourd'hui, vous l'avez noté, c'est chaque année, on est sur ces plateaux pour redire la même chose. Les chiffres, vous l'avez mentionné, ils baissent pas, malheureusement. Donc, le chemin est très, très, très long. Et encore une fois, le message, moi, principal que je veux poser ici, c'est qu'on a besoin d'hommes. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de ces sujets. Nous sommes 4 femmes sur le plateau. Alors que vous le savez très bien, d'habitude, sur les plateaux, il y a beaucoup plus d'hommes. Malheureusement, on a vraiment besoin qu'ils s'impliquent de façon très forte sur ce sujet pour pas qu'on soit les seuls à porter ces sujets. Parce que vous l'avez dit, ça commence par des stéréotypes.
c'est-à-dire des attaques sexistes qui vont petit à petit grandir vers ce qu'on appelle le continuum des violences et vers les féminicides. Ça commence pas d'un coup, j'allais dire. Il y a quand même des prémices. Donc c'est au départ dans l'éducation, etc., qu'on peut voir une modification du cerveau des jeunes garçons, puis petit à petit trouver ça normal de se comporter de telle manière ou telle manière violente avec les jeunes filles, puis les jeunes femmes, et ensuite considérer qu'une femme sa propriété, et lorsque la propriété n'est plus acquise, il y a un féminicide, puisque vous le savez, en général, les féminicides concernent les conjoints ou ex-conjoints, et notamment lors des départs. Donc vraiment très important que les hommes se mobilisent sur ces questions et qu'ils prennent la parole, parce qu'ils sont tous des pères, des frères, ils ont tous des amis, ils ont tous des histoires à raconter quand vous les interrogez, ils ont tous un témoignage où ils savent que une de leurs proches a été peut-être l'objet de harcèlement, de violence dans le cadre des transports, du travail, etc. On parlait tout à l'heure de la cyberviolence. Vous le savez, les femmes journalistes dans le monde, 1 sur 4 est cyberharcelée de nos consoeurs. Donc c'est quand même un chiffre qui est très élevé, et aussi des femmes politiques. Et toutes les femmes finalement qui prennent la parole sont la cible de ces masculinistes. Donc on comprend que là aussi l'idée c'est de brider la parole. Donc vraiment on a besoin des hommes, et on est très heureux chez ONU Femmes d'avoir cette tribune qui a été signée par de nombreux hommes. David Pellico, je le mentionnais tout à l'heure, mais aussi comédiens, Bruno Solo, Michel Sims, etc. Une tribune qui dit « Ne rien faire, c'est laisser faire ». Vous avez travaillé sur le procès dit des viols de Mazan, qui s'est tenu il y a plus d'1 an. À l'époque, on s'est dit il va y avoir quelque chose, il y aura un après et un avant. Et pour revenir sur la question du continuum, précisément entre ce à quoi on est confronté dans son éducation, dans sa jeunesse, et l'homme que l'on devient. Mais combien des hommes du procès de Mazan ont dit, j'imagine, ne pas se considérer comme des hommes violents ou des masculinistes ou que sais-je, et pourtant ont commis l'irréparable, et à quel point ce discours-là a imprégné, on l'évoquait tout à l'heure, dans la société. Donc long encore est le chemin. Alors ça c'est certain, en effet. Ce qu'on a entendu de manière récurrente, c'était que des hommes ne se considéraient pas violeurs. Or, violeur, c'est pas quelque chose qui est un sentiment, hein. C'est des actes, etc. C'est des faits. Donc, évidemment, là, on va mentionner évidemment la nécessité de l'éducation, parce que évidemment, ces hommes ne connaissaient pas la signification et les lois qui concernent ces sujets-là. Là où on peut aussi s'inquiéter, c'est qu'il n'y a pas eu tellement de mobilisation. Vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Ensuite, des hommes, il en faut beaucoup plus. On a quand même vu un panel de plus de 50 hommes qui ont été jugés. Les hommes auraient pu se mobiliser davantage. Et c'est d'ailleurs pour ça que David Pellico a souhaité s'engager et sensibiliser les hommes, parce que il l'a dit au procès de sa mère, les personnes qui venaient soutenir sa mère victime et sa sœur, c'était essentiellement des femmes, des féministes, parfois des victimes que j'ai pu reconnaître sur place, et majoritairement aussi des femmes journalistes. Christine Castelin-Meunier, j'imagine que vous n'allez pas nous dire que c'est une fatalité. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a des outils. Alors on évoquait les outils législatifs contre notamment la cyberviolence. D'ailleurs, un projet de loi a été déposé hier par Aurore Berger ici en France. Quels sont ces outils et est-ce qu'on a dépassé le stade de la théorie? Est-ce que aujourd'hui ces outils sont mis en pratique pour essayer de, comme vous le disiez, réenchanter le masculin? Alors, moi d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que c'est important de faire un peu plus de place aux hommes que j'appelle en changement, hein, et qui, j'en ai interviewé beaucoup à l'échelle de la France et tout, et qui en fait disent, pour la majorité, j'étais très surprise, hein, quel que soit le niveau social, culturel, il fallait que ça change, du côté des femmes, du côté des hommes. Par contre, ce qui, moi, me frappe, c'est qu'ils n'ont pas forcément la clé pour que ça change. Et donc, je pense que là, il faut aider à ce changement. Et il faut faire en sorte que ces hommes qui ont conscience des violences, des inégalités, qui sont sensibles à tout ça, en fait, puissent avoir plus la parole, mais pas une parole qui soit disqualifiée.
Et qui, du coup, les perçoivent à travers les représentations de l'idéal viril. Donc, il faut déjà redonner une place à ces hommes en changement. Et ceux qui expliquent que, ben oui... En déconstruction, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Donc, redonner de la valeur à cette déconstruction de l'idéal viril. Donc, il y a ça. Et bien sûr, au niveau de l'éducation, donc l'importance des parents, du dialogue des parents avec les enfants pour déconstruire les stéréotypes, bien sûr, ça c'est fondamental. Masculin comme féminin. Bien sûr. Et puis aussi, bien sûr, donc se tourner, s'appuyer sur des pédagogies, mais qui doivent être développées à l'école et partout, y compris dans tout ce qui relève du sport, etc., pour aller vers la valorisation de l'apprentissage de l'empathie, du respect d'autrui, de l'estime de soi, on en a parlé tout à l'heure. Donc on sent bien que là, il y a toute une batterie à mettre en scène. La météo intérieure qui peut s'apprendre dès la maternelle, c'est-à-dire que les enfants vont écrire, dessiner des petits dessins, le soleil ou au contraire la pluie, pour témoigner de leur état d'esprit, de leurs émotions. Et ça va devenir une sorte de jeu. Et ça peut aussi se faire à la maison, c'est-à-dire avec les parents. C'est-à-dire que les parents vont dire un peu si aujourd'hui c'était facile ou pas facile, s'ils ont eu du bonheur ou un peu de difficulté, au contraire, enfin, que chacun parle un peu de ses émotions. Ça ne peut pas être décorrélé de la santé mentale, c'est ça ce que vous dites? Complètement, bien sûr. Tout s'articule. Il y a l'intention, il y a les outils pédagogiques qui existent et il y a la réalité. Maya, je crois que vous êtes allée dans des ateliers pédagogiques à l'école. Je ne sais pas si c'était au collège ou... C'était via des associations féministes. Et Il y a effectivement, que des filles. alors l'atelier sur la sensibilisation au sexisme, ça c'était à Paris, c'était au pavillon des Canaux. Effectivement, c'était très intéressant, mais c'était plutôt sur volontariat. Donc du coup, c'était effectivement que des filles et un homme qui était extrêmement intéressé, qui était venu avec sa compagne, mais qui savait pas trop se mettre, quoi, et qui n'avait pas les clés, qui a appris beaucoup, qui a découvert les termes, qui s'est rendu compte, je pense, de l'étendue du problème, quoi. Et c'est vrai que comme on est un peu dans un monde de guerre du slogan, quoi, c'est-à-dire que c'est facile avec, pour revenir aux masculinistes, de parler de féminazie, par exemple, ça marche très bien. De parler d'homme soja. Je donne mes C'est quoi un homme soja? Un homme soja, ce serait quelqu'un qui ne mange pas de viande. Et comme vous le savez, Pauline, la viande, c'est très viril. Donc, si jamais on ne mange pas de viande, on n'est pas un vrai homme. Et on en revient encore une fois, à des clichés millénaires que il ne faudrait pas être une femme. Mais c'est OK d'être une femme, en fait. C'est très bien. Oui, je voulais juste réagir aussi sur le fait que l'enjeu de demain, le challenge de demain, ça va être comment on va réguler ces problèmes aussi avec l'intelligence artificielle, avec aussi les algorithmes, parce que comme vous le savez, lorsqu'on parle de ces sujets, eh bien désormais les algorithmes nous sont défavorables parce qu'il y a certains mots qu'on ne peut pas utiliser. Le mot viol, le mot violence sexuelle, violence en ligne, cyberharcèlement, etc. C'est très difficile de pouvoir aller éduquer aussi en ligne lorsque les algorithmes font que vous êtes bloqué et les associations féministes le sont. Alors vraiment, je mets l'accent encore une fois sur ce qu'ONU Femmes essaye de porter parce que c'est vraiment un phénomène générationnel de voir des femmes, des jeunes filles qui sont cyberharcelées en ligne et on a vraiment besoin aujourd'hui de se mobiliser et de créer et de pousser les gouvernements à avoir plus de législation sur ces sujets pour éviter qu'on reproduise un nouveau schéma de violence qui vient s'additionner à celui qui est déjà malheureusement très lourd et vous l'avez mentionné. Ce que vous dites sur les mots-clés me fait penser au fait que sur un réseau social, pour ne pas le citer, on ne peut pas montrer une photo de la Vénus de Milo. En revanche, on peut diffuser des contenus masculinistes. C'est possible si des parents ou des éducateurs ou des profs nous regardent. Christine Castelin-Meunier, quels conseils on pourrait donner pour précisément lutter tout seul contre la déferlante de contenu, c'est compliqué, mais à des adultes qui sont perdus ou qui sont sidérés, comme on le disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on dit? Il faut aussi impliquer les pères dans la relation avec les garçons, qui ait une transmission, une identification qui soit positive et qui soit chargée aussi de tendresse à l'égard des garçons et qu'ils ne soient pas toujours poussés à s'affirmer très tôt dans l'autonomie.
parce que ça doit être un homme. Donc, et puis aussi, pour aller vers plus d'égalité au sein de la famille, faire en sorte... Moi, j'ai rencontré des familles qui se réunissent le dimanche et on dit qui fait quoi, notamment pour s'occuper un petit peu de la maisonnée, de la vaisselle, des poubelles, des machins, tout ça, ranger et tout. Et du coup, là... voilà, on se rend compte que chacun peut s'y mettre et que c'est pas la tribu des filles, des garçons et tout ça. Non. Donc là, on va vers ce que j'appelle moi la mobilité des identités, qui va permettre à chacun d'affirmer sa personnalité et de retrouver des repères qui correspondent à la vie contemporaine. Maya ? Oui, c'est certain qu'il ne faut pas non plus être complètement désespéré. Enfin, on parlait tout à l'heure des hommes déconstruits. Il y a des familles, des couples, des gens qui sont qui comprennent très bien l'égalité et qui essayent de la mettre en œuvre au fur et à mesure de leur quotidien. Ça, c'est très important. Après, d'un point de vue adolescence, jeune, éducation, je pense qu'il faut être conscient de ce qui peut se trouver sur les réseaux sociaux et justement avoir, ce que vous disiez tout à l'heure, confiance en soi pour affirmer un modèle dont on est convaincu et qui est, j'espère, celui de l'égalité. Oui, encore faut-il être fort dans sa tête à des âges où c'est compliqué de l'être, Cynthia Louz. Oui, absolument. Et puis, il faut aller en parler avec des hommes. Il faut qu'il y ait des hommes qui osent prendre la parole, qui se mobilisent, qui soient aussi des rôles modèles, parce qu'on sait très bien que c'est difficile pour des jeunes garçons de s'identifier à des hommes qui ne soient pas virils et violents s'ils ne voient pas des hommes qui vont respecter, qui vont admirer et qui se mobilisent en faveur de l'égalité et contre les violences faites aux femmes. Et quant à la composition de ce plateau, ça n'est pas si souvent qu'il n'y a pas d'hommes sur un plateau. Écoutez, pour une fois, ma foi. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues participer à cette discussion. Christine Castelin-Meunier, Et si on réinventait l'éducation des garçons, qui est sortie chez Nathan. Cynthia Louz, Procès Mazan, la déflagration aux éditions de l'Observatoire. Et Maya Anaïs Yatagen, on se branche sur LCP le 10 décembre prochain pour regarder Homo Virulus, la fabrique du mal-être. Merci infiniment. Une émission à revoir en replay. Réécoutez en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'infos. Merci beaucoup. Merci.